Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport. C'est parti pour le sommaire. Basket en National 3, Trappes devait gagner pour rester dans la course à la montée. Les trappistes l'ont emporté sur le terrain de Marly-le-Roi sur le score de 67-62. Le résumé de la rencontre dans ce 7-8 Sport. Foot US, coup de projecteur sur les Templiers d'Elancourt. Les Saint-Quentinois reprennent la saison de 2e division ce week-end contre les Léopards de Rouen. Nous recevrons l'équipe dans ce magazine. Cyclisme, le parcours officiel du Paris-Nice 2020 a été dévoilé la semaine dernière à Versailles. La course au soleil s'élancera depuis Plaisir le 8 mars prochain et le lendemain depuis Chevreuse. Les détails dans quelques instants. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite par du basket. Trappes jouait ce week-end dans le championnat de National 3. Pour leur reprise, les trappistes se sont imposés 67-62 face à Marly-le-Roi. Le résumé du match, des images de Mathilde Demilly, un montage de Jules Grenneville. Un derby vinois au retour des vacances. Ce samedi 11 janvier, Marly-le-Roi recevait Trappes pour le compte de la 12e journée du championnat de National 3. Sur la première période, Trappes, favori de la rencontre, domine et creuse l'écart rapidement face au dernier du classement. Le score à la pause, 44-30. La première période est plutôt bonne, même si à la fin on fait quelques erreurs et on leur permet de revenir un petit peu. Mais la première période, elle est pas parfaite, parce que bien sûr c'est jamais parfait, mais on défend bien, on les empêche de shooter facilement. On met nos shoots à 3 points, on arrive à trouver nos intérieurs. De la première période, que mis à part 2 joueurs qui étaient prêts à jouer, le reste était totalement pas là, clairement. Donc j'avais 2 joueurs sur 7, étant donné qu'on n'était que 7 ce soir. Donc ça fait déjà peu, et 2 prêts à jouer sur les 7, c'est impossible. Mais la vérité d'une première période n'est pas forcément celle d'un match. Marly-le-Roi, 0 victoire depuis le début de la saison, grappille peu à peu son retard sur les visiteurs. Mais le réveil des Marlychois est trop tardif. Les trappistes remportent la victoire sur le score de 67-62. La seconde période, elle est pour moi catastrophique. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas défendu, on n'a pas respecté notre équipe, on n'a pas respecté l'adversaire parce qu'on n'a pas joué à notre niveau de jeu. La deuxième période a été un peu mieux parce qu'on a mis un peu de rythme au début, parce qu'on a défendu un petit peu ce qu'on ne faisait pas sur la première période et qu'on a posé quelques difficultés sur nos rotations défensives, même si des fois on s'est laissé avoir, et qu'on a trouvé de l'agressivité. Surtout, c'est ce qui nous a aidés et ce qui nous a permis de revenir. Au classement, Marly-le-Roi est toujours dernier avec 0 victoire en 12 matchs. De son côté, Trappes remonte à la 4e place à seulement 1 point de la 2e place. La prochaine journée est programmée ce samedi 18 janvier. Marly-le-Roi ira à Fécampoise et Trappes se rendra à Rouen. On continue à parler de basket. Les féminines du Chesnay-Versailles ont enregistré une nouvelle victoire dans le championnat de National 2. Les filles de Vinko Bardic se sont imposées à 58-41 sur leur parquet contre Flamme Carolo Basket Ardennes. Au classement, les Yvelinois sont 3e en embuscade à seulement 2 petits points de la première place détenue par Escodin. Il y avait également du handball ce week-end dans le championnat de National 2 féminine, 10e journée. Montigny-le-Bretonneux s'est incliné ce week-end à domicile contre Rennes-Chantepie sur le score de 36-29. Une défaite qui ne remet pas en cause les ambitions du club pour cette année 2020. Les joueurs sont toujours dans le top 5 du championnat. On écoute le président de la structure, Christophe Reding. Les objectifs restent les mêmes que ceux du début de l'année, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de figurer très très bien sur la tête en fait du championnat national 2. Avec l'objectif à un moment donné, c'est d'être dans les toutes meilleures places. Maintenant, on a toujours les contraintes d'effectifs, de blessures. C'est pour ça qu'en fait, on prend match par match. Et l'idée, c'est que l'objectif suivant étant le match suivant. Donc voilà, avec une volonté en fait de très très bien figurer en fin de saison. On ouvre maintenant une page football. Versailles se ressaisit après sa défaite en 32e de finale de Coupe de France. Les Versaillais se sont imposés 3-0 face à l'équipe 2 du Paris Saint-Germain lors de la 13e journée du championnat de National 3. Au classement, les joueurs de la Cité Royale conservent la tête avec 4 points d'avance sur leur dauphin Ivry. Prochain match le 25 janvier sur le terrain de Créteil à Lusitanos. On continue à parler du Paris Saint-Germain et d'une information insolite. Le club de la capitale lance son jus de poire artisanal. Les fruits seront 100% yvelinois. Ils proviendront de 2 vergers installés sur le futur centre d'entraînement du PSG à Poissy. Au total, 2800 poiriers de 7 variétés différentes sont implantés sur 2,5 hectares. 1000 bouteilles seront servies jusqu'à la fin de la saison aux spectateurs des espaces hospitalité au Parc des Princes.
Lui est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, il y a joué de 2006 à 2015. Clément Chantôme, 32 ans, a décidé de poursuivre sa carrière à moins de 5 minutes de son ancien terrain d'entraînement du Camp des Loges. Le milieu de terrain s'est engagé avec le club de Poissy qui évolue en National 2 en 4e division. Libre de tout contrat après son départ du Red Star, Clément Chantôme a signé jusqu'à la fin de la saison. Son objectif, aider son nouveau club à se maintenir. L'AS Poissy est actuellement 13e de son championnat. On va maintenant parler tennis. L'Open de la Verrière a débuté ce week-end et durera jusqu'au 2 février. Cette 17e édition est une nouvelle fois organisée au parc sportif Philippe Cousteau de la ville. Les participants viennent principalement des Yvelines et des départements limitrophes. Ils cherchent à remporter à la fois la dotation de 600 € et bien sûr des points en vue de leur saison. On écoute le président de l'AT La Verrière au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est le premier tournoi de l'année inscrit dans les tournois. Donc en fin de compte, c'est un rendez-vous que les gens connaissent, surtout les gens des Yvelines. Donc on a beaucoup de gens qui viennent tous les ans, ils reviennent s'inscrire à ce tournoi. On va maintenant parler rugby dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir a perdu un match important dans la course au maintien. Les hommes de Sébastien Roncalli se sont inclinés contre les derniers du classement, l'Heureux à l'extérieur. Score final 22-11. Cette défaite est synonyme de surplace au classement. Les Plaisirois voient revenir l'avant-dernier Orléans et n'ont plus que 3 points d'avance sur le dernier. Prochain match dimanche prochain contre Marcoing. Si Plaisir va mal, 2020 débute bien pour Versailles. Dans le championnat de Fédéral 3, les Versaillais se sont imposés 33-19 à domicile au stade de Porchefontaine contre Massif Central avec le bonus offensif. Au classement, les hommes de la Cité Royale sont 4e à seulement 4 points du podium. Un dernier résultat rugby dans le championnat honneur. L'Union Rugby Centre 78 est une nouvelle fois incliné d'Ariens à domicile. Les Saint-Quentinois ont perdu 24-22 face à Vitry. Ils n'ont plus gagné depuis le 16 novembre. Malgré cette défaite et cette mauvaise série, l'URC 78 reste dans le top 5 de la division. On continue par du football américain. C'est la reprise pour les Templiers à d'Elancourt. Les Élancourtois joueront ce week-end dans le championnat de 2e division contre les Léopards de Rouen. Pour nous parler de cette rencontre et des objectifs du club pour cette nouvelle saison, nous recevons sur ce plateau Nicolas Cambron, vice-président des Templiers, ainsi que Stéphane Tavares, joueur U19, et Yanis Soumar, joueur senior. Bonsoir, messieurs. Okay. Alors, comment vous sentez-vous à l'aube de cette nouvelle saison ? On se sent bien, le début de saison a bien démarré sur le mois de septembre, c'est vraiment la phase où on est dans le structurant. Donc toutes les sections, qu'elles soient sur la partie football américain ou cheerleader, ont aujourd'hui bien démarré, on a bien structuré et voilà. Je pense que sur le début de saison, on est confiant. Yanis, vous êtes confiant également ? Pour le début de saison en bouillon, on est confiant. On a eu 4 mois pour se préparer, donc physiquement on est au top. On a pu mettre en place notre attaque, notre défense a continué de se coordonner. Et on a eu la chance d'avoir des entraînements et des matchs amicaux avec des équipes de division supérieure pendant la pré-saison. Donc ça nous a permis de nous donner un peu plus de confiance. 4 mois, c'est un petit peu long, donc maintenant on a hâte de commencer cette saison. Comment se sont déroulés justement ces matchs amicaux ? Alors, donc on a eu 2 matchs amicaux, un contre une division 3. Donc le premier match qui était plutôt compliqué, début de pré-saison, on ne connaît pas trop l'équipe. Donc on a eu du mal à se coordonner au début. Très vite on a pris le fil. Ça s'est plutôt bien passé pour notre deuxième match, d'accord, contre les Molosses d'Asnières de division 1. Donc ça a permis de nous repérer par rapport à une équipe qui a un niveau d'une division au-dessus. Donc voilà, on a réussi à dérouler comme il le fallait, donc ça nous a donné confiance en nous. Et normalement il n'y a pas de souci pour la saison. On va parler de cette rencontre contre les Léopards. Qui est favori sur cette rencontre, à votre avis ? Je vais laisser Yanis répondre, je pense. Ouais. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de favori, en fait. Donc, on est 2 équipes qui avons tous les 2 performé en Division 1, antérieurement. On ne se connaît pas l'un de l'autre, on n'a jamais joué l'un contre l'autre. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur les Léopards de Rouen. Donc, on verra bien à partir du jour numéro 1, on n'a pas de vidéo. L'équipe qui fait la moins d'erreurs, on va y aller, on va dérouler notre jeu comme on l'a fait pendant la pré-saison. Et puis on verra bien, nous on y va avec dans l'optique de gagner. Donc pour nous on est favoris, maintenant on va voir sur le terrain. Qu'est-ce qu'on craint le plus sur une première rencontre de championnat ? Sur une première rencontre, on ne sait pas à quoi s'attendre. Le manque d'automatisme peut-être ? C'est compliqué dans une équipe de football américain c'est l'équipe qui arrive à se préparer le plus vite en fait.
On a 4 mois de pré-saison. Une attaque, c'est dur à mettre en place. Donc, il faut une connexion. Cette connexion, c'est ça qu'on cherche pendant la pré-saison. Et si on arrive le premier jour avec une bonne connexion, pas besoin d'ajustement, on arrive, on déroule, on gagne. Stéphane, vous qui êtes en U19, qu'est-ce qu'on appréhende le plus justement sur un début de saison et notamment sur un début de saison au mois de janvier? Forcément, les conditions ne sont pas les mêmes que pendant l'été ou au printemps. Ce qu'on attend, c'est surtout de bien préparer notre équipe. On a eu toute la off-season pour préparer et on a beaucoup de nouveaux, beaucoup de recrues. Et on a un coaching staff qui a réussi à faire le boulot et beaucoup de nouveaux coachs, surtout 2 Américains qui viennent juste d'arriver dans ce mois-ci. Jonathan Ekmans et Jake Reddick. Et ils vont savoir former les joueurs. Après, notre objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible, d'aller en play-off, aller en finale et la gagner. Justement, le choix des Américains se porte plutôt sur le staff cette année plutôt que sur les joueurs, si je comprends bien, au niveau des Templiers d'Elancourt. Ouais, on a donné, Michael, une grande dimension sur la partie formation, que ce soit la formation évidemment des joueurs et l'accompagnement des joueurs, évidemment dans la construction aussi des cheerleaders avec la création d'une section junior, et puis la formation des arbitres, toute la partie encadrement, en fait, une structure forte en fait sur la partie encadrement. Et un effort particulier en fait sur la formation, avec l'accompagnement évidemment de joueurs seniors qui viennent renforcer en fait les dispositifs pour transmettre le savoir. C'est finalement une des valeurs des Templiers. Ouais. Est-ce qu'un joueur comme Stéphane pourrait intégrer l'équipe senior dès cette année ou un peu plus tard? Il a encore un petit peu de temps, Stéphane, et on va lui laisser un tout petit peu de temps. Il démontre déjà de très belles choses. Voilà, longue vie à lui sur la partie footballistique, mais laissons-lui un peu de temps. Ouais. Yanis, quels sont les objectifs du club cette saison? Alors, l'objectif, clairement... ça fait 4 ans, vous êtes en 2e division. Est-ce que vous comptez remonter cette année? Alors, on a un petit peu marre du chômage en division 2. Donc, clairement, tous les ans, on vient avec l'idée de monter en division 1. Donc, cette année, c'est pareil, on cherche à monter. Clairement, l'objectif de cette année, c'est de gagner tous les matchs. Si on gagne tous les matchs, on est champion. Donc, on va les entamer un par un. Et un par un, on va faire en sorte de les gagner. Ce premier match est capital? Ça peut marquer les esprits. Si on arrive et qu'on arrive à dérouler notre niveau de jeu et qu'on gagne contre une équipe qui descend de division 1, on pourrait envoyer un message à la division 2 et ça pourrait être important. Oui. Jusqu'à présent, on a fait des répétitions en fait. Donc c'est ça, cette phase depuis le mois de septembre. Là, c'est pour ça que évidemment tout le monde attend. On va faire beaucoup plus humble que la même prestation sur ce plateau il y a 1 an où on avait dit qu'on allait tout déchirer. En effet, on est un peu plus humble dessus et on va regarder ce que ça va donner. Justement, on va terminer par un petit pronostic. Petit pronostic pour ce début de saison? Pronostic, je ne ferai pas un 50-0, j'espère que ça sera bien plus, mais non, je rigole. Je rigole pour les autres équipes et par le respect sur les autres équipes. Évidemment, les Templiers gagnants, et évidemment, j'attends beaucoup moi, de ce premier match. En fait. Pour vous, Stéphane? Pronostic, une victoire. Ouais, une victoire. Après, le plus de mots possible. En tant que supporter, vous serez dans les tribunes. Oui. Et Yanis? Un pronostic. Alors, bon, moi, je partirai pas sur un 50-0, mais en tout cas, une victoire. Je ne connais pas les Léopards de Rouen. L'année dernière, on connaissait l'équipe qu'on affrontait. Mais une victoire, en tout cas, ça c'est sûr. Haut la main, j'espère. Après, on verra. Merci à tous les 3 d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite une bonne saison 2020 et surtout beaucoup de victoires, sans faute peut-être. Un mot de cyclisme à présent, c'est désormais une tradition dans les Yvelines. La course cycliste Paris-Nice passera une nouvelle fois par le département au mois de mars. Cette année, ce sont les villes de Plaisir et de Chevreuse qui ont été choisies comme ville départ. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Une 78e édition du Paris-Nice, une nouvelle fois au départ du 78. La course au soleil s'élancera depuis le département des Yvelines pour la 11e année consécutive. Lors de chaque rendez-vous, les organisateurs doivent se renouveler et créer de nouveaux tracés. Objectif, surprendre les spectateurs. Depuis 11 ans, on voit quand même pas mal de choses. Les 3 dernières années, encore davantage de choses quand les conditions atmosphériques, climatiques s'y mettent avec du vent. On voit des bordures, on voit tout un tas de choses. Donc c'est ça le vélo aujourd'hui, donc il faut absolument qu'on trouve, nous organisateurs des terrains de jeu, et les Yvelines nous offrent la possibilité donc de mettre en place ces terrains. Cette année, la ville de Plaisir a été choisie comme terrain pour accueillir la première étape de cette édition 2020. Le départ sera donné le dimanche 8 mars depuis la commune. Le peloton fera une boucle de 154 km à travers les Yvelines en passant par Bennes, Montfort-l'Amaury ou encore Neaufeu-le-Château. Une satisfaction pour Plaisir qui a attendu de nombreuses années avant d'être ville départ de l'épreuve. Ça nous frôle chaque année, mais
cette fois-ci, c'est vraiment bien installé, surtout que le village va être dans le parc du château, qui est un lieu de rassemblement familial et un lieu de rassemblement festif pour l'ensemble de la ville. Donc voilà, on n'attendait que ça. Le lendemain, c'est Chevreuse, moins de 6000 habitants, qui accueillera le départ de la deuxième étape vers le Loiret et des stars internationales comme Julian Alaphilippe ou Egan Bernal. La commune sera la 19e ville des Yvelines à être village départ de l'épreuve. Chevreuse est considérée par les spécialistes comme une terre de cyclisme. C'est vrai que c'est un endroit qui est particulièrement prisé des amateurs de vélo, beaucoup de professionnels aussi qui viennent faire leur pré-saison et leur mise en route en ce moment d'ailleurs sur les routes de la vallée de Chevreuse. Donc c'est un endroit qui s'y prête vraiment et que je pense les cyclistes apprécient. L'histoire d'amour entre les Yvelines et le Paris-Nice n'est pas prête de s'arrêter. Le partenariat qui devait s'achever en 2021 devrait être reconduit cette année pour 4 nouvelles éditions supplémentaires. Le Paris-Nice passera donc par Chevreuse et par Plaisir cette année. Nous avons profité de cette conférence de presse pour rencontrer François Lemarchand, le directeur de cette course au soleil. Cela fait 11 ans que le Paris-Nice part ici depuis les Yvelines. À mes côtés, François Lemarchand, le responsable de course de Paris-Nice. Est-ce qu'on arrive à se renouveler après ces 11 années consécutives dans les Yvelines, François Lemarchand? Bien, se renouveler, c'est obligatoire. Le niveau du cyclisme international s'élève et puis nous, il faut qu'on trouve des terrains de jeu, d'autres terrains de jeu. Et dans les Yvelines, nous avons ce terrain de jeu. Entre les Yvelines et Nice, il y a des terrains de jeu, donc on renouvelle constamment. C'est le terrain de jeu idéal, on peut le dire, les Yvelines? Le terrain de jeu idéal parce que depuis 11 ans, on voit quand même pas mal de choses. Les 3 dernières années, encore davantage de choses quand les conditions atmosphériques, climatiques s'y mettent avec du vent. On voit des bordures, on voit tout un tas de choses. Ce que les jeunes du vélo espèrent voir à la télévision, parce qu'on a quand même des belles images. Donc c'est ça le vélo aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on trouve, nous organisateurs des terrains de jeu, et les Yvelines nous offrent la possibilité donc de mettre en place ces terrains de jeu. Justement, la météo est plutôt capricieuse au mois de mars dans les Yvelines. Il y a souvent eu du spectacle dans les années passées. Souvent eu du spectacle, donc nous on fait ce qu'il faut pour qu'il y ait de la pluie, parce qu'on croise les doigts. Non, mais malheureusement ou heureusement, pour nos organisateurs, quand il fait pas beau, eh bien ça nous fait de la belle course. Pour les coureurs, j'ai discuté avec des coureurs tout à l'heure, donc les coureurs, ils disent qu'ils préfèrent pas de vent, pas de pluie, du soleil, et on va tout doucement, tranquillement et gentiment jusqu'à Nice. Mais non, quelque part pour notre sport, les images sont fabuleuses quand on voit des groupes partout, des groupes qui reviennent, des favoris qui se font piéger, c'est ça le cyclisme. On va revenir sur cette première étape à Plaisir. Pourquoi Plaisir? Pourquoi le choix de Plaisir? Le choix de Plaisir, nous sommes en convention avec le département, donc tous les ans on a une nouvelle ville, Plaisir, on pouvait faire un départ, une arrivée, surtout une arrivée et également un départ, mais la problématique c'était de trouver un site arrivé pour pouvoir installer toutes les installations et techniques, toute la partie technique, donc c'est ce que nous avons fait et après on a dessiné le parcours tout autour, en allant chercher tout un tas de difficultés, donc on a réussi à mettre ce qu'on voulait en œuvre. Vous allez passer par quelle commune? On va passer par Maule. Au début, on va faire une grande boucle. On va passer par Poigny-les-Forêts, Montfort-l'Amaury, mais après, on va tourner vers Crépierre, vers Maule. On va monter toutes les petites côtes. Le lendemain, le peloton s'élancera depuis Chevreuse. Chevreuse, un petit village de 6000 habitants, c'est un petit peu ça aussi l'essence du Paris-Nice. Chaque année, il y a une petite commune des Yvelines qui est mise en avant. Une petite commune qui est mise en avant, donc nous au niveau structure, les structures sont beaucoup moins imposantes pour une ville départ. Et d'aller à Chevreuse, c'est parfait parce que Chevreuse, c'est un peu le paradis du vélo, c'est un peu des cyclistes qui roulent tous les dimanches, voire toute la semaine. Donc c'est un peu l'histoire du vélo. Christian Prudhomme parlait tout à l'heure du Grand Prix des Nations gagné par Jacques Anquetil qui se déroulait dans la vallée de Chevreuse. Donc pour nous, ça nous rappelle un petit peu des souvenirs. Et c'est parfait que le départ soit de Chevreuse, pas très loin des hôtels où toutes les équipes seront hébergées. Donc pour nous, c'est important, c'est principal. Merci François Lemarchand. Les passionnés de e-sport avaient rendez-vous à Jouan-Josas ce week-end. L'USJJ Football organisait la 3e édition de son tournoi FIFA sur console de jeu ce samedi 11 janvier. Un événement ouvert cette année exclusivement aux jeunes jusqu'à 15 ans. La formule était simple, des matchs de poule, puis des rencontres à élimination directe, des 8e jusqu'à la grande finale, comme à la Coupe du Monde. Au total, 26 participants sont venus à tâter les manettes au centre sportif et associatif de Jouan-Josas. Un tournoi remporté par Mathis Goursol, 3 victoires en 3 éditions pour lui. Propos recueillis par Grégory Canelé. On organise ce genre d'événement pour se faire connaître du coup, dans un premier temps. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de retours des parents qui sont super contents qu'on organise des événements entre plusieurs catégories
On a des plus jeunes jusqu'aux 14 ans. Donc ça permet aux enfants de connaître les enfants des autres catégories aussi. Ça permet aux parents de se connaître. Donc ça permet de mettre une bonne ambiance au sein du club. On passe maintenant à notre page agenda. On va parler dans cet agenda d'un cross qui aura lieu le 2 février prochain, le cross de la Sablière. Le rendez-vous fêtera cette année sa 39e édition au départ de Viroflay. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Jean-Pierre Rouillet, président de l'USM Viroflay et organisateur, ainsi qu'Antonin Bortolotti, à 19 ans. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'historique de cette course, Jean-Pierre Rouillet? Oui, le cross de la Sablière a été créé en 1977 par Bernard Serenari, président d'honneur de l'USMV et son équipe. Et dès le départ, le cross de la Sablière a eu un très gros succès populaire. Et donc, il a été organisé tous les ans depuis cette époque-là. C'est l'une des plus anciennes courses des Yvelines. On va voir la une, justement, de nos confrères des Nouvelles de Versailles. C'était lors du deuxième cross de la Sablière. Oui, en 1978, cross à laquelle j'ai eu l'honneur de participer à l'époque. Et ben forcément, j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, on a toujours eu cette idée à Viroflay de perpétuer le cross de la Sablière, un événement festif au cœur de l'hiver. C'est toujours le même parcours depuis les débuts? Depuis le début, non, même depuis le départ. Il y a eu 3 ou 4 départs qui ont été programmés. Il y a eu plusieurs parcours. Aujourd'hui, on part depuis ce qu'on appelle la piste à Viroflay et on part immédiatement en forêt pour un parcours entièrement forestier. Alors, plusieurs courses sont au programme, un 6 km, un 11 km et 3 courses pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, il y aura toujours 3 courses pour les enfants et de plus en plus d'enfants aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de clubs des Yvelines qui vont nous rejoindre sur les petites catégories. Et sur le cross adulte, il y a aussi des nouveautés puisque les Allemands d'Aslor, notre ville jumelée, vont venir courir cette année. Il y aura une dizaine de coureurs inscrits d'ores et déjà. Et bien sûr aussi toujours les sportifs en situation de handicap que nous accueillons avec les géolettes et les associations qui les accompagnent. Antonin, vous serez sur quelle course de votre côté? Je serai au départ du 6 km, le 2 février. Alors c'est une course qui est vraiment très très passionnante parce qu'on se retrouve avec de nombreux amis, on l'a fait depuis petit, donc on s'est vu grandir, on a évolué au fil des années, on a changé de course et aujourd'hui on part au 6 km. C'est un peu une tradition à Viroflay? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est complètement une tradition en fait, c'est une course très populaire comme l'a dit Jean-Pierre et donc ça réunit vraiment toute la population viroflaysienne. Alors la compétition se déroule principalement entre la forêt de Meudon et Versailles. Est-ce que c'est un terrain compliqué, vous qui avez l'habitude de faire ce cross? C'est un terrain qui est assez technique en fait, il faut quand même bien s'entraîner sur de la forêt parce qu'il y a de nombreuses montées, de nombreuses descentes et bien sûr l'ingrédient indispensable à tout bon cross, c'est la boue, donc il faudra être prêt. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on organise des journées de reconnaissance les 2 dimanches passés dans le cross pour venir repérer le parcours. Et vous êtes d'accord? C'est Oui. un parcours compliqué? Ah bah oui, c'est un parcours extrêmement compliqué, il y a pas mal de dénivelés. C'est le parcours qui fait la renommée de ce cross? Oui, depuis puis de nombreuses années. je pense l'environnement aussi. Tout le monde aime cet environnement-là, entièrement forestier. C'est assez rare aujourd'hui. Et donc, grâce à l'ONF, on peut avoir effectivement des conditions quand même de parcours assez idéales sur des grands chemins. Alors, ce sera le 2 février prochain. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un terrain sec ou un terrain humide? Je crois qu'on n'a pas le choix, c'est la météo qui décide. L'année dernière, il a fait un temps splendide de printemps. Peut-être que cette année, ce sera le contraire. Mais bon, je pense que de toute façon, le parcours sera quand même de toute façon humide, compte tenu du fait qu'on est au cœur de l'hiver. Antonin, terrain sec, terrain humide, qu'est-ce que vous préférez? Alors nous, on espère qu'il y aura de la boue parce que c'est vraiment l'élément du cross-country. On espère pouvoir patauger un petit peu et pouvoir prendre beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a des blessures parfois sur ce type de manifestation? Non, c'est assez rare, mais je pense que les gens en général sont assez bien entraînés. Mais bon, c'est un sport forcément sans contact, donc c'est relativement rare. Justement, sur les journées d'entraînement, est-ce qu'il faut absolument venir en reconnaissance pour participer à ce cross? Bien sûr, il est préférable. Si on connaît le parcours à l'avance, ça sera plus facile le jour J. Mais après, sinon, on peut s'entraîner soi-même de son côté, juste aller courir un petit peu sur le terrain de la forêt pour pouvoir connaître et avoir de meilleurs appuis le jour de la course. Il faut un gros entraînement ou pas? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même du cardio, donc le parcours est quand même assez sélectif, il y a du dénivelé, il y a aussi une distance qui est importante, et puis la boue c'est quand même quelque chose de fatigant, donc je pense qu'il ne faut pas s'engager dans une telle manifestation sans entraînement, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on demande un certificat médical pour les adultes.
Qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Il y en gagne comme d'habitude, des très belles médailles pour les enfants, le t-shirt finisher pour les adultes, et puis il y a forcément effectivement les récompenses, le goûter à l'issue de la manifestation. Et bien sûr, après, pour tous les bénévoles, parce que je pense que c'est important d'insister aussi sur leur présence, parce que chacun est indispensable. Il y a une 60aine de bénévoles le jour de la compétition. Et donc, on prend ensemble le repas des bénévoles à l'issue de la manifestation pour clôturer la journée festive. Dernière question, comment on fait pour s'inscrire? Sur le site internet? Oui, site internet, on s'inscrit.com, Cross de la Sablière, ou éventuellement par courrier au siège du club. Et on prend les inscriptions jusqu'au dernier moment au siège du club le samedi, et sur place aussi le dimanche matin, jusqu'à un quart d'heure avant le début de chaque course. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je vous rappelle la date du 39e Cross de la Sablière. Ce sera le 2 février prochain au départ de Viroflay. Et on termine par un rendez-vous football. Trappes reprend la compétition ce week-end. Les trappistes vont affronter Ozoir à l'extérieur à l'occasion de la 11e journée du championnat de Régional 2. Un gros morceau pour l'ES Trappes. Les joueurs de Seine-et-Marne sont 3e du classement. Les Yvelinois luttent eux pour le maintien. Si vous voulez les soutenir, l'entrée est libre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.